Bienvenue frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégicos, la chaîne où nous explorons la vie des grands stratèges qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui nous parlerons de Walter Wenck, le plus jeune général de la Wehrmacht, dont les talents tactiques et le leadership furent cruciaux durant les derniers jours du Troisième Reich, tentant une dernière défense désespérée et une audacieuse évacuation de troupes et de civils. Avant de nous plonger dans son histoire, laissez un like, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Stratégicos pour continuer à explorer les esprits les plus brillants de l'art militaire. Même dans la défaite, un véritable stratège ne cesse jamais de lutter. Commençons. Première partie. Origines et formation dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Le 18 septembre 1900, dans la ville de Wittenberg, au sein du royaume de Prusse, naquit Walter Wenck. À cette époque, l'Empire allemand vivait une ère de splendeur sous le commandement de l'empereur Guillaume II. La Prusse, la région où Wenck est né, était le cœur militaire et politique de l'Empire, une terre où la discipline et la tradition militaire faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. La famille Wenck appartenait à la classe moyenne allemande et comme dans de nombreuses familles prussiennes, la structure patriarcale et l'éducation rigoureuse rythmaient le quotidien. Grandir dans un tel environnement signifiait recevoir une formation basée sur le devoir, l'honneur et la loyauté envers l'État. Pour un enfant comme Walter, ce contexte forgea son caractère très tôt. Les premières années de Walter Wenck se déroulèrent dans un monde qui allait bientôt être bouleversé par la Première Guerre mondiale. Durant son enfance, la machine de guerre allemande était admirée, et l'armée impériale était un symbole de fierté nationale. Cependant, en 1914, le déclenchement de la guerre changea la vie de tous. L'euphorie initiale laissa place à la cruauté du conflit, et les années suivantes furent marquées par les privations et les pertes. Pour 1918, l'Allemagne avait été défaite. La reddition et la signature de l'armistice ne signifièrent pas seulement la fin du conflit, mais aussi l'effondrement de l'Empire allemand. L'empereur Guillaume II abdiqua et s'exila aux Pays-Bas. À sa place, naquit la fragile République de Weimar, une expérience démocratique qui connut des difficultés dès ses débuts. Durant ces années d'incertitude, Wenck termina sa formation de base dans un environnement vicié. La guerre avait laissé des cicatrices profondes dans la société allemande. Et la jeunesse qui a grandi durant cette période vécut sous l'ombre de la défaite, de l'humiliation du traité de Versailles et d'une économie en ruine. Dès son plus jeune âge, Walter Wenck ressentit une admiration particulière pour la vie militaire. Ce n'était pas étrange, l'armée avait été le pilier de l'Allemagne pendant des générations. Cependant, après la signature du traité de Versailles en 1919, les restrictions imposées aux forces armées allemandes furent drastiques. La Reichswehr, la nouvelle structure militaire de la République de Weimar, fut réduite à seulement 100 000 soldats. L'utilisation d'armements lourds, de chars et d'aviation fut interdite, et l'état-major fut dissous. Malgré ces limitations, l'armée resta une institution attrayante pour les jeunes comme Wenck. Intégrer la Reichswehr signifiait faire partie d'une élite, un petit groupe d'hommes qui seraient les héritiers de la tradition militaire prussienne. Dans ce contexte, Wenck fit ses premiers pas dans la vie militaire, se formant dans un environnement de discipline stricte et de préparation technique. Les années 20 furent une époque de crise et de changement en Allemagne. La République de Weimar connut des soulèvements, des tentatives de coup d'État et une hyperinflation dévastatrice. En 1923, la valeur du mark allemand s'effondra, entraînant la population dans la misère. Dans ce contexte, le mécontentement grandissait et de nombreuses personnes, notamment les militaires, commencèrent à rejeter le système démocratique, qu'ils considéraient comme une imposition des vainqueurs de la guerre. Vers la fin de la décennie, l'Allemagne commença à se stabiliser économiquement, mais l'arrivée de la Grande Dépression en 1929 replongea le pays dans le désespoir. Le chômage massif et la crise sociale facilitèrent l'ascension d'idéologies extrémistes. En 1933, Adolf Hitler et le parti nazi arrivèrent au pouvoir, promettant de restaurer la fierté nationale et de reconstruire les forces armées. Pour l'armée, cela signifia un changement radical. L'arrivée du Troisième Reich marqua le début du réarmement et la fin des restrictions imposées par le traité de Versailles. Les forces militaires furent étendues, l'état-major réorganisé et de nouvelles stratégies de guerre mises en œuvre. Wenck, qui jusqu'alors avait été un officier en ascension au sein de la Reichswehr, se retrouva dans une nouvelle ère. La Wehrmacht remplaça l'ancienne armée, et la doctrine militaire changea radicalement avec l'introduction de la Blitzkrieg. L'Allemagne se préparait à une nouvelle guerre, et Walter Wenck ferait partie de cette histoire. Deuxième partie, carrière dans la Wehrmacht et la Seconde Guerre mondiale. En 1933, l'Allemagne était à un tournant.
La République de Weimar avait implosé, et avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, commençait une nouvelle ère. Une ère où la machine de guerre allemande reprendrait de l'importance. Le traité de Versailles, qui pendant des années avait restreint le développement militaire du pays, était sur le point de devenir lettre morte. Hitler comprit dès le début que pour réaliser ses ambitions expansionnistes, il avait besoin d'une armée forte. En 1935, il annonça publiquement le réarmement de l'Allemagne et la création de la Wehrmacht, remplaçant l'ancienne Reichswehr. Les limites de personnel imposées par les Alliés furent ignorées, et les forces armées commencèrent une expansion sans précédent. Le service militaire obligatoire fut rétabli, et un ambitieux programme de modernisation fut lancé. C'est dans ce contexte que Walter Wenck trouva sa place. En tant que jeune officier, Wenck fut témoin et participant de la transformation de l'armée. Il ne s'agissait pas seulement d'augmenter le nombre de soldats, mais de révolutionner la manière dont la guerre était menée. Sous la direction de généraux innovants comme Heinz Guderian et Erich von Manstein, de nouvelles stratégies furent développées qui feraient trembler l'Europe. Wenck excella rapidement dans la planification des opérations et dans la modernisation de la doctrine militaire allemande. La Blitzkrieg, la guerre éclair, naissait comme une forme de combat basée sur la mobilité, la surprise et la combinaison de forces mécanisées. Dans ce nouveau paradigme, les chars et l'aviation joueraient un rôle clé. La guerre ne serait plus statique, comme lors de la Première Guerre mondiale, mais rapide, létale et dévastatrice. Au fur et à mesure que l'armée grandissait, Wenck gravit les échelons de la hiérarchie militaire. Son intelligence tactique, sa capacité d'organisation et sa pensée novatrice le firent remarquer parmi les jeunes officiers. Bientôt, ses compétences seraient mises à l'épreuve dans le plus grand conflit que le monde ait jamais connu. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Ce fut la première véritable démonstration de la Blitzkrieg et le début de la Seconde Guerre mondiale. Les divisions blindées allemandes avancèrent à une vitesse impressionnante, combinant attaques de chars, bombardements aériens et une utilisation efficace de l'infanterie motorisée. En quelques semaines, la Pologne était vaincue. Wenck, qui occupait un poste à l'état-major, participa à la planification et à l'exécution des opérations. Bien qu'il ne fût pas au front, son rôle dans la logistique et la stratégie fut crucial pour garantir le succès des forces allemandes. La rapidité et l'efficacité de l'attaque surprennent le monde, et au sein de la Wehrmacht, ceux qui avaient contribué au triomphe reçurent des reconnaissances. Wenck était l'un d'eux. Mais ce n'était que le commencement. En 1940, l'Allemagne lança son offensive contre la France et les Pays-Bas. La stratégie qui avait fonctionné en Pologne fut perfectionnée et adaptée à un ennemi encore plus redoutable. Alors que les troupes allemandes contournaient la ligne Maginot et traversaient les Ardennes, Wenck travaillait à la réorganisation et à l'optimisation des forces mécanisées. Chaque bataille lui apportait une nouvelle leçon. Chaque victoire consolidait sa réputation d'officier brillant et efficace. Avec la chute de la France en juin 1940, l'Allemagne atteignit son apogée en Europe. Wenck, bien qu'encore relativement jeune, se profilait déjà comme une figure clé dans le développement de la stratégie militaire du Troisième Reich. Ses idées sur l'utilisation des forces mécanisées et sa capacité d'analyse lui valurent l'admiration de ses supérieurs. Mais ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve toute la Wehrmacht. En juin 1941, Hitler ordonna l'invasion de l'Union soviétique. L'opération Barbarossa fut la campagne militaire la plus ambitieuse de l'histoire. 3 millions de soldats allemands franchirent la frontière soviétique, avançant sur un front de milliers de kilomètres. Wenck, en tant que membre de l'état-major, travailla à la planification et à la coordination des opérations. Cependant, la guerre à l'Est ne serait pas comme à l'Ouest. À la différence de la France et de la Pologne, l'Union soviétique ne s'effondra pas rapidement. Le climat, la géographie et la ténacité de l'armée rouge présentèrent des défis que les stratèges allemands n'avaient pas prévus. Au fur et à mesure que le conflit s'allongeait, Wenck et d'autres officiers étaient confrontés à des problèmes logistiques de plus en plus graves. L'hiver 1940 frappa durement, et l'offensive allemande s'arrêta aux portes de Moscou. Tout au long de la guerre, Wenck occupa divers rôles sur différents fronts. Au fur et à mesure qu'il gravit les échelons, son expérience et ses compétences furent requises sur de multiples théâtres d'opérations. S'il ne fut pas un commandant de terrain lors des premières phases du conflit, son travail en matière de planification et de tactique fut essentiel dans de nombreuses campagnes. Sa réputation commença à croître rapidement. Wenck était considéré comme un officier jeune, dynamique, aux idées modernes et à la vision pragmatique de la guerre.
Il n'était ni un dogmatique ni un suiveur aveugle des ordres d'Hitler, mais un stratège qui comprenait les limites et les possibilités de la Wehrmacht. Dans les années suivantes, sa carrière continua d'ascendre. Les généraux les plus expérimentés reconnaissaient en lui un officier prometteur, capable de prendre des décisions dans des situations difficiles. Le moment ne tarderait pas où Wenck aurait l'occasion de démontrer ses capacités sur le champ de bataille. Le prestige de Walter Wenck au sein de la Wehrmacht était indéniable. Il n'était pas seulement un brillant stratège, mais aussi un leader respecté par ses subordonnés. Alors que de nombreux officiers s'accrochaient à des tactiques obsolètes ou se laissaient entraîner par la politique du régime, Wenck se distinguait par son approche pragmatique et sa capacité d'adaptation. Au fur et à mesure que la guerre avançait, son ascension dans la hiérarchie militaire continua. Il était non seulement un excellent organisateur, mais il se révéla également être un commandant capable de prendre des décisions sous pression. Cette combinaison de compétences fit de lui l'une des figures les plus prometteuses de l'armée allemande. Cependant, la guerre était en train de changer. À partir de 1942, la Wehrmacht commença à subir d'importants revers. La défaite de Stalingrad marqua un tournant, et les forces allemandes commencèrent à reculer sur le front de l'Est. À l'Ouest, l'entrée en guerre des États-Unis signifiait une menace croissante. L'Allemagne n'avançait plus, elle luttait pour survivre. Dans ce nouveau contexte, Wenck serait confronté au plus grand défi de sa carrière. Ses compétences tactiques et son leadership seraient mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Troisième partie, la nomination du plus jeune général et la crise. Au fur et à mesure que la guerre progressait, Walter Wenck non seulement gravit les échelons de la hiérarchie militaire allemande, mais il acquit également un rôle de plus en plus important dans la planification des grandes opérations du Troisième Reich. Dès ses débuts à l'état-major, il s'était imposé comme un stratège méticuleux, doté d'un esprit tactique qui le distinguait des autres jeunes officiers de sa génération. En 1942, le conflit était loin d'être la guerre éclair que les nazis avaient imaginée. Bien que l'Allemagne contrôlait encore de vastes territoires en Europe, la situation sur le front de l'Est commençait à se compliquer. La résistance soviétique était féroce, et les forces allemandes étaient confrontées à des problèmes logistiques de plus en plus graves. Wenck, dans son rôle au sein de l'état-major, contribua à l'organisation et à la restructuration des unités blindées. Son approche, axée sur la mobilité et la flexibilité opérationnelle, lui valut la reconnaissance de ses supérieurs. Rapidement, il fut affecté à des tâches plus ambitieuses, participant à la coordination d'opérations à grande échelle. Cependant, sa carrière se déroulait à un moment où les victoires du passé étaient remplacées par des défaites de plus en plus alarmantes. L'année 1943 marqua un tournant. La Wehrmacht n'était plus la force irrésistible qui avait dominé l'Europe durant les premières années de la guerre. Les défaites sur le front de l'Est s'accumulaient. Stalingrad, le grand pari d'Hitler pour briser l'Union soviétique, se termina en désastre. En février 1943, la 6e armée fut complètement détruite, avec plus de 300 000 soldats allemands morts, blessés ou capturés. Ce fut la première grande humiliation pour la Wehrmacht. Wenck, qui avait participé à la planification de l'offensive allemande à l'Est, comprit mieux que beaucoup d'autres officiers l'ampleur du désastre. La guerre n'était plus une question d'expansion, mais de survie. Malgré la défaite de Stalingrad, le haut commandement allemand tenta de reprendre l'initiative avec l'opération Citadelle, une offensive contre le saillant de Koursk à l'été 1943. Wenck participa à la planification logistique et opérationnelle de cette attaque, convaincu que la supériorité tactique allemande pouvait encore prévaloir. Mais Koursk fut un autre désastre. Les Soviétiques étaient préparés, et les forces blindées allemandes, bien que technologiquement supérieures, furent arrêtées et contre-attaquées brutalement. La défaite de Koursk marqua la fin de la dernière grande offensive allemande sur le front de l'Est. À partir de ce moment, la Wehrmacht serait en retraite permanente. Par ailleurs, sur d'autres fronts, la situation n'était pas meilleure. En Afrique, l'Afrika Korps de Rommel avait été battu, obligeant les Allemands à évacuer le continent. En Italie, les forces alliées débarquèrent en Sicile, puis dans la péninsule, forçant l'Allemagne à combattre sur un nouveau front. Et en Allemagne même, les bombardements alliés sur des villes clés comme Hambourg et Berlin s'intensifiaient, réduisant la capacité industrielle du Reich. Wenck, toujours à son poste au sein de l'état-major, observait avec inquiétude la guerre se retourner de plus en plus contre l'Allemagne. Mais le pire était encore à venir. Vers le milieu de 1944, le mécontentement au sein de la Wehrmacht avait atteint des niveaux critiques.
les défaites sur tous les fronts et l'ingérence croissante d'Hitler dans la prise de décision militaire amenèrent plusieurs hauts gradés à conclure que la seule façon de sauver l'Allemagne était d'éliminer le Führer. Le 20 juillet 1944, le colonel Klaus von Stauffenberg plaça une bombe dans la salle de conférence du quartier général d'Hitler en Prusse orientale. Le plan était clair, assassiner le Führer et prendre le contrôle du gouvernement par un coup d'État militaire. Cependant, Hitler survécut à l'attentat et la conspiration échoua. Les représailles furent immédiates et brutales. Des milliers d'officiers et de civils soupçonnés d'être impliqués furent arrêtés et exécutés. La purge toucha profondément la haute hiérarchie de la Wehrmacht. Wenck, bien que n'étant pas impliqué dans la conspiration, se trouva dans une position délicate. Beaucoup de ses collègues et supérieurs furent arrêtés ou exécutés, et l'atmosphère au sein de l'état-major devint encore plus paranoïaque et dangereuse. Wenck évita d'être emporté par la vague de représailles, mais non sans coup. La confiance au sein de l'armée était complètement érodée, et toute tentative de prendre des décisions indépendantes pouvait être vue comme une trahison. À partir de ce moment, la Wehrmacht cessa d'être une force militaire cohérente et devint un appareil contrôlé par la Gestapo et les fidèles à Hitler. Cependant, malgré la crise interne, le besoin d'officiers compétents restait urgent, et Wenck, à la différence de beaucoup d'autres, était encore considéré comme une promesse au sein de l'armée allemande. À la fin de 1944, avec le Reich au bord de l'effondrement, Wenck reçut une promotion inattendue. Il fut nommé général-lieutenant, devenant ainsi le plus jeune général de la Wehrmacht. C'était une reconnaissance de ses capacités organisationnelles et de son talent tactique, mais aussi un signe désespéré que l'Allemagne avait besoin de nouveaux leaders pour tenter de sauver l'insalvable. L'ascension de Wenck s'accompagna de grandes attentes. Bien que la guerre fût clairement perdue, Hitler et certains de ses généraux croyaient encore qu'il était possible de changer le cours du conflit avec des tactiques innovantes et un leadership neuf. Wenck, avec son historique d'efficacité et son esprit moderne, fut vu comme une figure clé potentielle pour y parvenir. Mais la réalité était différente. La Wehrmacht était épuisée, sans ressources, sans réserve et sans possibilité réelle de reprendre l'initiative. L'ennemi avançait sur tous les fronts. À l'ouest, les Alliés avaient débarqué en Normandie et progressaient vers l'Allemagne. À l'est, l'armée rouge était aux portes du Reich. Et à l'intérieur du pays, les infrastructures étaient détruites par les bombardements incessants. Malgré tout, Wenck accepta son nouveau rôle et tenta de remplir son devoir. Sa loyauté n'était pas envers Hitler, mais envers les soldats sous son commandement. Et dans les mois suivants, il ferait tout son possible pour les protéger de la catastrophe finale. Mais la fin était de plus en plus proche. En 1945, Wenck ferait face à la dernière et la plus difficile épreuve de sa carrière, la défense de Berlin et l'effondrement définitif du Troisième Reich. Quatrième partie, la défense de l'Allemagne et la bataille de Berlin, avril 1945. Le Troisième Reich était au bord de l'effondrement. L'armée rouge avançait sans frein depuis l'Est, détruisant les dernières lignes de défense allemandes. Berlin, la capitale du Reich, était encerclée. Hitler, de plus en plus isolé dans son bunker, émettait des ordres désespérés, convaincu qu'il restait une possibilité de victoire. Au milieu de ce chaos, un homme fut appelé pour diriger ce qui restait de la résistance allemande, Walter Wenck. À peine âgé de 44 ans, il était le plus jeune général de la Wehrmacht. Il reçut le commandement de la 12e armée, une force qui, en théorie, devait renforcer la défense de Berlin. Dans la pratique, c'était une unité mal équipée, avec des recrues inexpérimentés, certains trop jeunes, d'autres trop vieux pour le combat. Cependant, son leadership offrait une dernière étincelle d'espoir pour ceux qui croyaient encore à la survie de l'Allemagne. La situation était désespérée. L'offensive soviétique, dirigée par Zhukov et Konev, avait écrasé les défenses allemandes sur l'Oder et avancé directement vers le cœur de Berlin. La ville était encerclée. Les rapports faisaient état d'une armée rouge imparable, avec une artillerie dévastatrice, des divisions blindées et une vengeance féroce pour les atrocités commises en Union soviétique. Mais un plan subsistait. Hitler ordonna à Wenck de diriger la 12e armée vers Berlin et de briser le siège soviétique. La capitale devait être secourue. C'était une mission impossible. Mais Wenck, encore conscient du désastre à venir, ne se rendit pas. À la fin avril, la 12e armée de Wenck entama son mouvement vers l'Elbe dans l'espoir de rejoindre les troupes prises au piège à Berlin. C'était une manœuvre risquée, presque suicidaire. Les renseignements indiquaient que les forces soviétiques contrôlaient totalement les accès à la ville.
Les troupes de Wenck, mal équipées et sans soutien aérien, affrontaient un ennemi beaucoup plus nombreux. Malgré les difficultés, Wenck réussit une série d'avancées surprenantes. Ses troupes, composées en grande partie de soldats qui savaient que la guerre était perdue, firent encore preuve de discipline et d'habileté tactique. Utilisant des manœuvres de guerre mobiles, elles réussirent à s'ouvrir un passage jusqu'aux environs de Potsdam, au sud-ouest de Berlin. Un instant, il sembla que l'exploit pouvait être accompli. Mais la réalité s'imposa rapidement. La résistance soviétique était brutale. Au fur et à mesure que la 12e armée progressait, elle rencontrait des divisions soviétiques bien positionnées, supérieures en nombre et en armement. Les approvisionnements commencèrent à manquer et les pertes s'accumulèrent. La communication avec Berlin était chaotique et les rapports de la capitale ne faisaient état que de désespoir et de destruction. Berlin était condamné. Alors Wenck prit une décision qui allait définir son héritage. Abandonner la tentative de sauver Berlin et se concentrer sur le salut de ses propres hommes et des civils fuyant la dévastation. Tous les généraux allemands n'auraient pas pris cette décision. Beaucoup préféraient exécuter des ordres suicidaires plutôt que d'affronter la réalité. Wenck, cependant, comprit que la seule option était la survie. Si Berlin était perdu, il pourrait au moins sauver des milliers de soldats et de réfugiés de l'effondrement final. Le 2 mai 1945, Berlin tomba. L'armée rouge avait pris la ville après une brutale bataille de rue. Hitler s'était suicidé dans son bunker le 30 avril, et la guerre en Europe touchait à sa fin. Avec Berlin en ruine, Wenck savait qu'il n'y avait plus de raison de continuer à combattre. Finalement, le 7 mai 1945, l'Allemagne capitula sans condition. La guerre en Europe était terminée. Wenck, avec ses troupes et les civils qui avaient fui avec lui, se rendit aux forces américaines. Il savait que toute tentative de continuer à combattre était inutile. Pour lui, la guerre avait pris fin non par une victoire héroïque, mais par un acte de pragmatisme et d'humanité. Après sa reddition, Wenck fut fait prisonnier de guerre par les Américains. Contrairement à beaucoup d'autres généraux allemands, il ne fut pas jugé pour crimes de guerre ni impliqué dans les atrocités du régime nazi. Pour ses ennemis, c'était un militaire qui avait accompli son devoir sans fanatisme. Pour ses propres soldats, c'était un chef qui les avait sauvés d'un destin pire. Durant sa captivité, Wenck eut le temps de réfléchir à la guerre et au désastre qu'avait été le Troisième Reich. Il savait depuis des années que la défaite de l'Allemagne était inévitable et que la folie de Hitler n'avait fait que conduire son pays à la destruction totale. Cependant, il comprenait aussi que la Wehrmacht, en tant qu'institution, avait été entraînée dans un conflit qu'elle ne pouvait gagner. Après sa libération en 1947, Wenck décida de se retirer de la politique et de la vie publique. Il ne chercha pas la notoriété, ni n'essaya de justifier son rôle dans la guerre. Il vécut discrètement, restant à l'écart des débats sur la culpabilité et la responsabilité de l'armée allemande dans le conflit. Il mourut en 1982, sans grands honneurs ni reconnaissance. Mais son héritage resta marqué par cet ultime acte des derniers jours de la guerre. Au lieu de se sacrifier pour un régime condamné, il choisit de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Walter Wenck fut un général différent. Il ne se laissa pas entraîner par le fanatisme de Hitler, ni par la folie d'une guerre perdue. Son histoire n'est pas celle d'un leader téméraire qui combattit jusqu'à la dernière balle, mais celle d'un stratège pragmatique qui comprit que parfois, la meilleure victoire est la survie. Alors que beaucoup de ses collègues continuaient à donner des ordres suicidaires, Wenck opta pour une voie différente. Dans le chaos des derniers jours du Reich, alors que tout était perdu, il prit la seule décision rationnelle: sauver son peuple au lieu de le sacrifier dans une lutte sans fin. La 12e armée ne fut pas l'armée qui sauva Berlin. Ce fut l'armée qui sauva des milliers d'Allemands d'une mort certaine. Et telle est l'histoire de son dernier commandant. 5e partie, après-guerre, héritage et mort. Mais 1945. La Seconde Guerre mondiale en Europe était terminée. L'Allemagne était en ruine. Son gouvernement s'était effondré. Et le Troisième Reich n'existait plus. Pour Walter Wenck, la guerre avait pris fin, non par une victoire, mais par une retraite stratégique qui permet de sauver des milliers de soldats et de civils en se rendant aux forces américaines. Après sa reddition, Wenck fut transféré dans un camp de prisonniers de guerre dans l'ouest de l'Allemagne, sous la garde des Alliés. Contrairement à de nombreux officiers nazis qui furent envoyés en jugement pour crimes de guerre, son cas était différent. Wenck n'avait pas d'accusation directe de participation à des atrocités, ni à la planification des crimes du régime. Il était un officier de l'armée, pas un idéologue du nazisme.
Durant sa captivité, il fut soumis à des interrogatoires par les Alliés. Les Américains, en particulier, s'intéressaient à ses connaissances sur les tactiques militaires, la structure de la Wehrmacht et ses opinions sur l'effondrement de l'armée allemande. La dénazification était en marche, et de nombreux officiers furent classés selon leur niveau d'implication dans le régime de Hitler. Wenck passa plusieurs années dans différents camps de prisonniers. Les conditions dans ces camps variaient, mais pour de nombreux officiers allemands, l'incertitude quant à leur avenir était un fardeau constant. Avec le temps, les Alliés commencèrent à libérer les militaires qui n'étaient pas liés à des crimes de guerre. En 1947, Walter Wenck fut libéré. Mais l'Allemagne à laquelle il retourna n'était pas celle qu'il avait connue. Le Reich n'existait plus. Le pays était divisé en zones d'occupation et la reconstruction ne faisait que commencer. Wenck dut faire face à la question que beaucoup d'anciens militaires se posaient. Que faire maintenant? L'après-guerre en Allemagne occidentale fut une période d'incertitude. L'économie était détruite, les villes en ruine et la population vivait sous l'ombre du passé nazi. Pour les anciens officiers de la Wehrmacht, le problème était encore plus grand. La guerre était terminée, mais leur identité était liée à une armée qui n'existait plus. Wenck, comme beaucoup d'autres, opta pour une vie discrète. Il se retira de la politique et évita tout type de protagonisme dans le débat sur la guerre et ses conséquences. Il existe peu de documents sur ses activités exactes durant ces années, mais on sait qu'il travailla dans le secteur privé, probablement dans l'industrie, mettant à profit ses connaissances organisationnelles et son expérience en logistique. Contrairement à d'autres généraux de la Wehrmacht qui tentèrent de justifier leurs actions ou de défendre leur héritage, Wenck évita la controverse. Il n'écrivit pas de mémoire, n'essaya pas de laver son nom publiquement et ne participa pas activement au débat sur la guerre. Pour lui, le passé était un fardeau qu'il préférait laisser derrière lui. Entre-temps, l'Allemagne occidentale progressait dans sa reconstruction. Grâce au plan Marshall, l'économie commença à se redresser et en 1949, la République fédérale d'Allemagne RFA fut établie. La nouvelle nation tentait de s'éloigner du passé nazi et son identité se construisait sur les valeurs de la démocratie et de la coopération avec l'Occident. Cependant, dans le domaine militaire, la situation était plus compliquée. La guerre froide avait commencé et l'Allemagne devint un point clé dans la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique. La question inévitable surgit rapidement. L'Allemagne occidentale devait-elle avoir une armée à nouveau? En 1955, une décision historique fut prise. L'Allemagne occidentale entrerait dans l'OTAN et formerait une nouvelle armée, la Bundeswehr. Ce ne serait pas une simple continuation de la Wehrmacht, mais une force entièrement nouvelle, axée sur la défense et sous la stricte surveillance des alliés occidentaux. De nombreux anciens officiers de la Wehrmacht furent appelés pour contribuer à la création de la Bundeswehr. Certaines figures importantes, comme Adolf Heusen et Hans Speidel, jouèrent un rôle clé dans la structuration de la nouvelle armée allemande. Mais Wenck ne fit pas partie de ce processus. Malgré sa jeunesse et son talent stratégique, il ne reçut jamais de poste au sein de la Bundeswehr. Contrairement à d'autres généraux qui tentèrent de se réhabiliter en tant que conseiller militaire, Wenck préféra rester à l'écart. Peut-être parce qu'il savait que son temps dans l'histoire militaire allemande était terminé. Mais son absence dans la reconstruction de l'armée n'empêcha pas sa figure de susciter le débat. Durant les années 60 et 70, avec le développement de l'historiographie sur la Seconde Guerre mondiale, Wenck commença à être mentionné dans les analyses sur la Wehrmacht. Son nom n'était pas associé à la brutalité nazie, ni aux défaites stratégiques du régime, mais à son rôle dans les derniers jours de la guerre. Pour certains, il était un exemple de leadership pragmatique, un général qui avait tenté de sauver des vies au lieu de les sacrifier dans une résistance insensée. Pour d'autres, il était simplement un autre officier de la Wehrmacht, parti d'une armée qui avait servi un régime criminel sans s'y opposer. Ce qui est certain, c'est que Wenck n'essaya jamais de redéfinir son héritage. Sa retraite fut complète, et durant les décennies suivantes, il vécut une vie éloignée de la sphère publique. Le 1er mai 1982, Walter Wenck décéda à 81 ans. Sa mort passa sans grands hommages ni déclarations publiques. Il n'y eut pas de cérémonies officielles, ni de discours sur son rôle dans la guerre. Pour la majorité de la société allemande de l'époque, son nom faisait déjà partie du passé. Mais l'historiographie militaire ne l'oublia jamais. Wenck est rappelé comme le plus jeune général de la Wehrmacht et comme l'homme qui commanda la dernière offensive allemande en 1945. Sa tentative de secours de Berlin, bien qu'ayant échoué, a été analysée en détail par les historiens et les militaires, non pas parce qu'elle a changé le cours de la guerre,
mais parce qu'elle représenta le dernier effort organisé d'une armée qui s'effondrait. Pour certains, son histoire est celle d'un militaire talentueux pris au piège d'un régime condamné. Pour d'autres, c'est celle d'un homme qui a simplement exécuté des ordres, sans les remettre en question jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le fait est que Vank n'a jamais embrassé le fanatisme nazi, ni s'est accroché au désespoir du régime dans ses derniers jours. Ce fut un stratège qui a tenté de faire de son mieux dans une situation impossible. Rétrospectivement, son héritage est ambigu. Il n'a pas été un criminel de guerre, mais non plus un héros de la résistance. Sa plus grande contribution à la guerre n'a pas été une grande victoire, mais une retraite ordonnée qui a sauvé des milliers de personnes de la mort ou de la capture. Et en dernière analyse, c'est peut-être ce qui est le plus significatif de sa carrière. Non pas pour les batailles qu'il a gagnées, mais pour les vies qu'il a sauvées. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. À bientôt frères d'armes.